Alors avant de rentrer spécifiquement dans le sujet de l'autoconsommation, je voulais vous présenter deux slides sur une étude plus globale sur le photovoltaïque, puisqu'on voit bien dans toute la discussion qu'on a eue au cours de la journée qu'il y a un mélange finalement entre les enjeux du photovoltaïque, les enjeux de l'autoconsommation. À l'ADEME, on a publié en décembre dernier une étude qui se voulait faire le bilan et déterminer un peu des stratégies possibles pour le futur de la filière photovoltaïque. Donc je vais vous présenter quelques transparents. Alors le premier transparent qui est certainement déjà dépassé, mais c'était les coûts d'aujourd'hui du photovoltaïque et les coûts de 2025. Donc ce qu'on a dit, donc ce sont des données 2015, hein, donc elles sont encore une fois certainement déjà plus à jour. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir, on dit que ça baisse, on a parlé beaucoup de ça aujourd'hui. Finalement, déjà, il y a quelques chiffres ici en valeur absolue qui incluent donc, la pause, hein, on n'est pas que sur le module, et l'écosystème et le raccordement. Et donc, premier grand point, il y a des baisses de coûts globales en perspective d'environ moins 35% sur les différents segments d'ici l'horizon 2025. Alors ça c'est d'autant plus intéressant si vous voulez ce transparent-là qu'il y a un certain nombre de leviers qui n'ont pas été pris en compte là-dedans, dont on a discuté aujourd'hui, notamment les coûts de raccordement sont toujours là, ils figurent en vert là sur notamment les deux premières lignes en résidentiel. Or on a vu au cours de la journée qu'éventuellement dans le cas où on autoconsomme 100%, on peut se passer de ces coûts de raccordement. Et puis, un autre levier pour l'autoconsommation, c'est aussi la liberté que ça donne par rapport à un tarif d'achat qui ciblait l'intégration au bâti. On voit bien que si on passe à des systèmes ISB ou surimposés, on peut viser finalement des investissements qui sont moindres et donc peut-être convaincre plus facilement. Alors, ces CAPEX, ces investissements en euros par watt, ils se traduisent en coût de revient au kilowattheure produit. Donc là, vous avez sur ce graphique l'évolution des coûts LCOE du kilowattheure produit pour les différents segments, qu'ils soient donc au sol, centrale au sol ou toiture. Donc c'est plus les toitures qui nous intéressent aujourd'hui. À l'horizon 2025. Alors le premier point qui est important là-dedans, c'est la différence nord-sud. On avait tout à l'heure avec l'exemple breton le fait qu'il y avait plus d'intérêt à faire de l'autoconsommation peut-être en Bretagne parce que moins de facilité à être lauréat des appels d'offres. Les résultats de cette étude montrent qu'il y a plus 56% de surcoût quand on est au nord de la France, quand on est en PACA. Donc il y a une différence vraiment substantielle entre les deux. Et puis, bien sûr, donc quand on parle d'autoconsommation, eh bien, il faut après croiser ça avec le prix de l'électricité. Donc, c'est la notion de parité réseau qui a beaucoup de signification selon qu'on parle d'une centrale au sol, selon qu'on parle d'un consommateur industriel ou d'un consommateur particulier. On ne compare pas le coût de production LCOE à la même chose. Et donc ici, vous avez des perspectives qui sont tracées. Encore une fois, je pense qu'elles étaient assez conservatrices. Pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, notamment le fait éventuellement de se passer des coûts de raccordement, etc., qui peuvent faire avancer un peu dans le temps ces perspectives-là. Et puis ces graphiques aussi ne prennent pas en compte d'autres dispositifs, des dispositifs indirects de soutien comme ce qui est amortissement accéléré, qui a assez peu été abordé aujourd'hui, mais qui visiblement sont aussi un levier qui favorise les premières grandes installations photovoltaïques chez les industriels. Donc on voit qu'en termes de paramètres, bien évidemment, il y a la typologie d'installation. Est-ce que c'est une grande installation, une petite installation? Mais le premier facteur finalement qui va jouer sur la rentabilité d'une installation en autoconsommation, c'est également le taux d'autoconsommation visé. Et selon qu'on parle d'un particulier ou d'une grande structure, les taux d'autoconsommation visés ne sont pas les mêmes. À l'ADEME, on soutient un certain nombre de projets qui regardent ces sujets-là. On parlait tout à l'heure de démonstrateurs. Dans le projet Nice Grid, qui est un projet de smart grid porté par ERDF en PACA, ils ont regardé quel était l'impact de mettre en place des heures creuses solaires, en fait, des incitations tarifaires pour des consommateurs à déplacer leur consommation pendant la journée, sachant que c'était des consommateurs qui avaient des productions photovoltaïques. Donc ça, c'est des projets assez intéressants où on voit qu'une incitation tarifaire, elle peut amener
au déplacement d'un certain nombre de consommations. Néanmoins, des résultats du projet, et pas que de celui-là, c'est que si tout ça est automatisé, ça se passe mieux, et avec plus de facilité finalement à déplacer des consommations par pilotage, type eau chaude sanitaire, que des consommations de lave-linge, etc., qui sont de toute façon plus petites en énergie. Alors, partant de là, on a essayé de voir quelles seraient les perspectives de développement du photovoltaïque sans soutien à l'horizon 2025 à peu près. Là, vous avez des capacités globales installées en France, sachant qu'il n'y a rien aujourd'hui, parce qu'on considérait qu'il y avait un tarif d'achat, qu'il y avait un certain nombre de dispositifs existants, appel d'offres. Avec la PPE, la PPI, pardon, on a tous quand même une bonne visibilité aujourd'hui des volumes en jeu jusqu'à ces horizons-là. Néanmoins, on avait essayé de regarder dans cette étude quel serait le développement finalement en dehors de ces systèmes de soutien du photovoltaïque, avec donc différents leviers. Qu'on voit ici, un levier parité réseau des centrales au sol, qui est assez petit en vert, en bas du graphique. Un levier autoconsommation tertiaire, qui est également assez petit en gris en bas. Et puis un autre levier BEPOS. Alors je voudrais tout de suite relativiser ces graphiques-là. Hein. C'est certainement une vue de l'esprit, mais ça permet un peu de lancer la réflexion. Les relativiser par rapport à ce qui figure aussi en bas à droite, qui était une analyse de sensibilité, parce que tout ça, bien entendu, quand on parle d'autoconsommation, quand on parle de parité réseau, avec le prix de gros, dépend beaucoup justement de ces conditions-là, de l'évolution du prix de gros. On sait aujourd'hui que le prix de gros, il est à 35 €, enfin, il est même descendu à 25. Donc tout ça est très dépendant de ces questions-là. Et on a donc une analyse de sensibilité en bas à droite qui montre ce qui se passerait si on avait au contraire des prix qui augmentent de 10% par rapport à la situation centrale présentée en haut à gauche. Donc sur le BEPOS, on a eu une présentation ce matin. On sait encore assez peu ce que va être le bâtiment à énergie positive. On comprend qu'il y aura différents niveaux dans ces bâtiments-là et que globalement, on n'a pas nécessairement la volonté d'aller vers des bâtiments qui soient tartinés de photovoltaïque, expression que j'ai entendue assez souvent, c'est-à-dire essayer d'éviter qu'on ait un bâtiment fortement consommateur ou pas très bien isolé, qui compense toute l'énergie qu'il consomme l'hiver par une production photovoltaïque en grande quantité, mais produite en été. Donc tout ça semble assez vertueux, donc on se dirige très certainement vers un certain nombre de critères qui vont quand même inciter à avoir une partie assez importante, déjà une bonne enveloppe, et puis une partie assez importante de la production photovoltaïque qui sera valorisée sur place. Donc c'est à peu près dans ces conditions qu'on avait fait ces graphiques, c'est-à-dire en étant très conservateur par rapport aux bâtiments BEPOS qui sont déjà construits, en divisant par deux la moyenne de ce qui pouvait être constaté en termes de puissance photovoltaïque. Néanmoins, vous voyez que ça donne des puissances importantes. Alors ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que là, ça donne des perspectives finalement de relance assez importantes de la filière photovoltaïque en toiture. Donc je ne sais absolument pas si ce sera le cas, je ne sais absolument pas non plus si c'est la meilleure des choses. Néanmoins, on voit bien que si un tel modèle se développe, il va être tourné vers une incitation à l'autoconsommation, puisque ces bâtiments-là vont être designés finalement pour maximiser la quantité d'énergie qui pourrait être autoconsommée. Donc la question qu'on avait posée ensuite par rapport à ça, c'est comment on accompagne globalement la filière vers ça. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs dans le système, un certain nombre d'acteurs dans le monde du photovoltaïque qui se sont développés dans le cadre de systèmes de soutien, qui ont chacun leurs atouts. La filière française a un certain nombre d'atouts. Comment on accompagne, et là on raisonne aussi avec un point de vue un peu industriel, comment on accompagne cette filière vers cet avenir-là. Donc ce qu'on avait proposé dans nos discussions avec le ministère, bon, après c'est des choses qui ont été prises en compte en partie notamment, mais c'était de différencier la partie du soutien public au photovoltaïque entre une partie dédiée à la production d'énergie et une partie dédiée à la valeur ajoutée. On a effectivement en France, on a eu historiquement un système de soutien à l'IAB intégré au bâti qui est toujours en place aujourd'hui, avec des tarifs d'achat assez élevés.
et qui finalement font une sorte de confusion des genres entre le soutien à de l'énergie, la production d'énergie, et puis le soutien de la valeur ajoutée. Donc on a voulu, nous ce qu'on a proposé, c'est de distinguer les deux, non pas pour fustiger l'IAB. L'IAB a une pertinence économique dans le neuf, par exemple, ça c'est des résultats qui sont issus de cette étude-là. Il y a une pertinence économique à mettre de l'IAB dans le neuf parce qu'on substitue à des tuiles, etc., ou dans le cas de rénovation lourde. Néanmoins, il serait logique qu'on puisse aussi permettre un développement du PV sans cette contrainte IAB, avec éventuellement une prime ou un dispositif de CITE, puisque c'est des crédits d'impôt, le dispositif de crédit d'impôt qui est le plus adapté finalement pour soutenir la valeur ajoutée française. La CSPE, c'est l'outil qui permet de produire de l'énergie. Le crédit d'impôt pourrait être plutôt l'outil pour soutenir une haute valeur ajoutée en France. Alors, tout ça, quel lien avec l'autoconsommation, me direz-vous? Avec un tarif qui va baisser, éventuellement, les incitations à autoconsommer vont être assez différentes. On va avoir une meilleure comparabilité finalement entre le tarif en injection et puis le prix auquel les particuliers payent l'électricité. Alors, voilà pour ce point-là. Moi, je voudrais peut-être juste ajouter, si j'ai encore 3 minutes, quelques points un peu plus généraux par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui. On a, et c'est un peu ce que Sven, je pense, voulait dire tout à l'heure, on a présenté un certain nombre d'initiatives d'ordre microéconomique. Enfin, je veux dire, il y a effectivement des cas, des business cases où on développe du photovoltaïque parce qu'on y trouve une rentabilité et c'est très bien. Néanmoins, n'oublions pas, quelque part, quand on s'interroge sur le système de soutien ou l'encadrement qu'il faut y mettre, qu'on peut se poser la question, quelle est la valeur ajoutée de tout ça, de l'autoconsommation, PV, par rapport au simple développement du photovoltaïque? Quelle est la valeur ajoutée pour la collectivité? Alors, elle n'est pas si simple que ça, cette valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça apporte de plus d'autoconsommer par rapport à simplement développer du photovoltaïque? Alors, il y a eu des exemples. Il y a eu des exemples sur éventuellement la sensibilisation sur les consommations énergétiques, le fait que les gens qui s'engagent là-dedans vont un peu plus réfléchir à leur consommation. Donc ça a un intérêt. Et puis, on voit bien aussi que le réseau aussi, on l'a vu en Bretagne. Localement, quand on regarde les impacts réseau localement, on peut avoir un intérêt. Néanmoins, il y a des comportements d'optimisation complète. Enfin, je dis ça sans jugement, mais par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure sur le smart home, je comprends tout à fait qu'on entre dans cette volonté-là de tout optimiser. Mais finalement, on peut clairement se poser la question, et quand on en parle à EDF, d'ailleurs, c'est ce qu'ils nous répondent, quel est l'intérêt de déplacer votre chauffe-eau à midi, heure de pointe, alors que, globalement, pour le système actuel, il est préférable que le chauffe-eau fonctionne la nuit pour des raisons de structure du parc, etc. Alors, à l'ADEME, bon, on fait un peu de prospective et on sait bien que, d'ailleurs on est les premiers à le dire, qu'il faut aller vers effectivement un pilotage plus dynamique et plus intelligent de ces charges, que ce soit les chauffe-eau ou les véhicules électriques. Et bon, d'ici une dizaine d'années, il y aura plus de valeur à les faire fonctionner aux heures solaires qu'à minuit. Mais néanmoins, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Alors, justement, je voulais peut-être finir là-dessus. L'autoconsommation, finalement, elle a, par rapport au simple développement du photovoltaïque, je pense qu'elle a comme principal intérêt d'inciter finalement la localisation des installations là où finalement il y a une meilleure corrélation, là où il y a de la demande d'électricité, là où l'impact réseau sera le moindre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et donc, globalement, bien entendu, c'est un sujet que l'ADEME soutient. Je voulais juste finir sur le fait de mentionner, donc on a des guichets de financement, bien entendu, autour de l'innovation par rapport à ça, que ce soit dans des appels à projets de R&D, des thèses même, et également donc, via les investissements d'avenir, que ce soit sur des projets de développement technologique ou des projets de smart grid. Donc si vous avez des besoins de financement, de démonstrateurs ou des besoins de financement de vos technologies, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Vous avez lancé l'appel, hein. Parfait. Merci David Marchal, hein. Merci beaucoup.